Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Havre et bienvenue à notre 4e édition du forum Femmes et Challenge. Oser pour réussir. Tel sera notre mantra pour la journée et peut-être pour la vie. Oser, nos invités l'ont fait. Ils ont su enclencher un premier pas, oser sortir de leur zone de confort, ne pas attendre l'aval des autres, de leur entourage. Ce fil rouge rassemble nos speakers du jour. Ils ont un point commun, ils ne se disent pas « est-ce que je vais réussir ?» mais « quand est-ce que je vais réussir ?» Des tempêtes et des chaos, croyez-moi, ils en ont eu. Mais leur détermination les fait avancer, car c'est ainsi qu'on apprend. Cette année, le forum Femmes et Challenge met l'accent sur les femmes en responsabilité. C'est pourquoi nous commençons ce forum avec notre premier Open Talk de la journée sur le thème « Entreprendre sa carrière ». Mais avant de retrouver nos speakers, pour ouvrir cette 4e édition du forum Femmes et Challenge sur le thème « Oser pour réussir », mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Corinne Calandini. Bonjour, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous ce matin au Havre et quel honneur pour moi d'ouvrir ce forum de Femmes et Challenge. Merci Léa pour ce magnifique cadeau que tu m'as fait. Ce matin, je suis évidemment heureuse, intimidée aussi, et puis émue d'être avec vous. Heureuse d'abord parce que ce challenge, ce forum, ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Parce que quand tu m'en as parlé, je crois que j'ai absolument tout de suite accepté de venir vous parler. D'abord parce que je partage ces convictions, et puis parce que moi-même, je suis présidente d'un réseau depuis 4 ans, celui d'AXA, Mixine exactement, qui promeut la mixité, la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Et moi aussi, depuis 4 ans, je rencontre des femmes et des hommes que je mentore et qui se posent cette même question. Comment oser ? Comment sortir du cadre? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Intimidée ensuite parce que, vous l'imaginez, quelle pression d'intervenir sur ce thème Oser pour réussir ce matin. Parce qu'après avoir dit oui à Léa, autant vous dire que j'ai regardé le programme, que je me suis rendu compte que j'allais intervenir devant des entrepreneurs, une femme qui a traversé l'Atlantique, une femme vice-amirale, une philosophe, je crois même un ancien Premier ministre. Et là, je me suis dit que le Havre, c'était la ville de tous les possibles. Je vous avoue surtout que si j'avais réfléchi, j'aurais trouvé toutes les raisons pour refuser cette invitation. Parce que, après tout, je suis salariée. Moi, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Et puis, émue parce que c'est vraiment toujours une chance de pouvoir partager ce qu'on a appris de son parcours. Alors, mon parcours, en quelques mots, j'ai grandi en Provence, à Cavaillon, donc un petit peu loin du Havre. Après une école de commerce à Lyon, j'ai commencé ma carrière chez Paribas en tant que gestionnaire de fortune. Et puis très rapidement, je suis allée m'installer en Afrique noire, au Congo, pour créer ma première société. Après 6 sociétés, je n'ai pas créé forcément en Afrique, 6 aventures humaines formidables, je suis rentrée en 2012 chez AXA comme salariée. C'est important ici parce que certains ne conçoivent le risque que comme l'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de diriger le Wealth Management chez AXA France. J'ai une magnifique équipe de 500 personnes dont je suis très très fière. Et je suis également maman de jumeaux et femme divorcée. Bon, voilà, je coche 50% de la case. Alors, quand on regarde, souvent on se dit que j'ai un parcours un peu atypique. En tout cas, chez AXA, on me dit souvent ça. Pourtant, aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler de défis spectaculaires et d'aventures hors du commun. Ce que j'aimerais partager avec vous dans ce keynote, c'est vraiment des choses simples qui m'ont poussé, moi, à prendre du risque. Parce que oser, contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'est pas toujours héroïque. Vous savez, ce moment suspendu avant de sauter en parachute, vous voyez ? Bon, alors sans doute parce que je déteste l'avion, mais moi, ce moment, je ne l'ai jamais vécu.
Je crois même que je ne le connais pas. Et pour tout vous dire, je pense que je ne le recherche pas. Cette adrénaline-là, ce n'est pas mon moteur en fait. Mon moteur, il ressemble plus, si vous voulez, depuis des années au vélo, plus qu'au parachute. Alors là, vous devez tous vous en rappeler, ce petit moment quand on monte sur un vélo et où on est en déséquilibre. Peut-être que vous vous rappelez le moment où vos parents ont enlevé les petits trous, ou alors quand vous-même, parents, vous avez enlevé les petits trous à votre enfant. Ce moment, vous savez, où on lâche la selle, et puis vous commencez à pédaler, vous avez un peu peur, comme ça, un petit déséquilibre, vous regardez loin, vous accélérez, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Vous roulez tout seul. Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui encore, quand vous montez sur un vélo, vous êtes toujours en déséquilibre, et pourtant, comme dans la vie de tous les jours, vous osez continuer à pédaler. Et moi, c'est de cette persévérance-là que j'ai envie de vous parler ce matin, cette capacité à se mettre en déséquilibre en permanence. Alors, ce n'est pas un défi, mais Kierkegaard disait « Oser, c'est perdre un instant l'équilibre ». Il rajoutait « Ne pas oser, c'est se perdre soi-même ». Vous remarquerez qu'il n'a pas dit « Oser, c'est perdre pied ». Donc moi, ce que je préfère quand on parle d'oser, c'est parler de la culture du risque plutôt que du goût du risque. Vous savez, cette capacité qu'on a de prendre des décisions en conscience. Et ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est tous les éléments qui, moi, au long de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle, elle est quand même assez longue maintenant, m'ont permis de perdre un instant l'équilibre, de le faire en confiance et surtout de ne jamais avoir peur. Alors la première chose que je voudrais vous partager, c'est que j'ai eu une chance folle. Vraiment, j'ai des parents qui m'ont fait confiance très tôt. Vous voyez, ça commence très tôt, la confiance. Et je peux vous dire que c'était important parce que ça contrebalançait beaucoup ce que je vivais à l'école. À l'école, vous savez, moi, je voulais aller courir avec les garçons. Je voulais aller sauter à la perche. Et donc là, les maîtresses, elles m'expliquaient qu'il fallait non, aller faire des roulades. Et que non, Corinne, tu ne peux pas courir avec les garçons. Et puis, vous savez, elles avaient un petit sourire entendu en disant « Ouais, mais Corinne, c'est un garçon manqué. » Et aujourd'hui, je mesure comment on parle des petites filles qui ont envie de sortir du cadre, qui ont envie de se lancer dans la compétition, qu'elles aient les cheveux courts ou pas. On dit d'elles qu'elles sont un garçon manqué. Vous vous rendez compte le poids des mots? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qu'on dit aussi des femmes qui ont de l'ambition, qui ont réussi parfois? Je ne le citerai pas ici. Moi, j'aime particulièrement une publicité avec Serena Williams. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On voit des femmes qui font des exploits sportifs, qui se dépassent, et à un moment donné, on dit d'elles, elles sont folles. Et la publicité de conclure, puisqu'ils veulent qu'on soit folle, montrons-leur ce que folle veut dire. Moi, heureusement que mes parents ne m'ont pas considérée comme ça. Au contraire, j'ai été élevée dans un modèle différent. Mon papa était invalide, ma maman gagnait financièrement et assumait la famille. Et donc, j'ai été élevée dans un modèle de tolérance, un modèle différent, où les femmes savent et peuvent faire. Et donc, elles ne savaient pas que c'était impossible, donc elles l'ont fait. Ça vient de là. La première chose qui m'a portée, et que j'ai compris très tôt, c'est que c'est le regard des gens qui vous aiment, qui vous portent, et qui vous donnent cette confiance. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous aussi, cherchez ceux qui vous portent, cherchez ceux qui vous donnent confiance, parce que c'est eux qui vous donneront le courage d'avancer. Et puis, le deuxième conseil, soyez curieux. Quand j'ai commencé ma carrière chez Paribas, en gestion de fortune, j'arrivais de Cavaillon, donc toujours, je vous défie de regarder les classements des lycées de Cavaillon. Vous comprendrez à peu près dans quel environnement j'ai grandi. Et puis, je suis arrivée à l'Opéra, à Paris. Mon premier job, je gagnais plus que mes parents. La réussite, en apparence. Parce que ma vraie réussite, c'est que dans ce métier, je rencontrais tous les jours des entrepreneurs. Des patrons du CAC 40, des patrons de start-up, des gens qui étaient face à une grande croissance. C'était l'époque d'AOL. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez de ce que c'était AOL, c'est que vous êtes de la même génération que la mienne. Dommage pour vous. En tout cas, moi, j'étais la plus jeune des banquières. Et donc, autant vous dire que j'ai tout misé sur la technique financière. Là, vous reconnaîtrez aisément le syndrome de la bonne élève qu'on a eu toutes. Et j'ai tout misé sur mon écoute. Parce qu'en gestion privée, c'est un beau métier. C'est un métier où les gens se confient, parlent beaucoup. Et moi, finalement, j'ai énormément appris de ces clients entrepreneurs. Et ils ont été mes rôles modèles, finalement. Et c'est eux qui m'ont donné envie de créer, de bâtir et d'agir. Finalement, je n'avais pas du tout envie d'être comme eux. Je ne voulais pas devenir patron du CAC 40. En revanche, leurs inflexions, leurs réflexions, leurs motivations, ça
j'arrivais à le ramener à l'intérieur de moi alors que j'avais 22 ans. Et donc voir le talent chez les autres qui s'exprime, même si ce n'est pas dans le même domaine, ça provoque chez vous une révélation souvent de qui vous êtes, et puis ça vous permet aussi d'inspirer vos choix. Donc la curiosité des autres, vous l'avez compris, elle a toujours été un énorme, pour moi, moteur. Elle l'est encore. D'ailleurs, je vais rester toute la journée pour écouter tous les speakers. Et d'ailleurs, voilà, les autres, aussi les autres en général, ça a été mon troisième moteur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les autres? Eh bien parce qu'en fait, pour moi, oser, c'est souvent oser collectivement. Vous savez, le yes, we can. Voilà. Quand j'ai décidé de démissionner de Paribas, après 3 ans, pour partir vivre en Afrique noire, un pays qui sortait de la guerre civile, j'avais 25 ans, j'avais rien parce que forcément j'ai démissionné. Je me rappelle que j'ai fait pleurer ma grand-mère, mais en fait j'avais 2 associés et on est parti à 3. Et donc ça a été ma première création d'entreprise en Afrique. C'est un déséquilibre hyper structurant pour moi parce qu'une fois que je savais que je l'avais fait, je sentais que j'arriverais à le refaire. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, je ne l'ai pas fait seule. Et si je regarde ma carrière, je n'ai jamais rien fait en solitaire. Ce n'est pas moi qui traverse l'Atlantique à la rame. Moi, j'ai toujours tiré mon énergie de ma tribu, de mes associés et aujourd'hui de mon équipe. Vous savez, j'ai découvert que je partageais, il n'y a pas si longtemps que ça, une conviction très forte avec une ministre qui s'appelle Marlène Schiappa, qui dit qu'il existe une autre voie que la compétition en France. Il existe la voie de la coopération. Et j'ai ramené cette phrase d'Afrique, que je serine à toutes mes équipes, donc je suis désolée, mais vous n'allez pas y couper ce matin. Hein, c'est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », c'est un proverbe africain, et croyez-moi, je l'expérimente tous les jours. Alors je vous encourage à aller vers les autres. A priori, si vous êtes là, c'est que vous avez compris ce tips. Mais continuez, allez vers les autres, ouvrez-vous, posez des questions, allez vers ceux qui vous inspirent, parlez de vos doutes, parce que quand on fait ça, on va chercher la force du collectif. Et quand on va vers l'autre, on s'ouvre aux contradictions, on met en avant aussi ses vulnérabilités, mais on apprend à travailler mieux ensemble. Et ça, évidemment, c'est important parce que quand on fait ça, on découvre sa pluralité. La pluralité, c'est très structurant chez nous parce que, vous verrez, on a des normes et on a des cadres qui sont imposés. Par exemple, derrière le mot « entreprendre », il existe de nombreuses définitions. Entreprendre, certains y verront de l'impact, d'autres y verront la liberté, d'autres y verront la création. Ça pourra prendre la forme d'une entreprise, ça pourra prendre la forme d'un projet de vie, d'une association ou d'une vocation. Pour moi, enfin, entreprendre, ça n'est pas un statut, c'est un état d'esprit qui se cultive. Et quand AXA, en 2012, est venu me recruter, d'accord, ils sont venus me recruter pour mon parcours d'entrepreneur. Un grand groupe du CAC 40 qui vous recrute pour le parcours d'entrepreneur. En fait, finalement, aujourd'hui, je mesure que c'est eux qui ont osé me recruter. Parce que moi, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais rester 2 ans dans un grand groupe. Je venais de fermer 2 sociétés, 2 échecs. C'était hyper difficile. J'étais mandataire, j'avais plus de capital et j'avais pas de chômage. Et donc là, ils me proposaient de revenir sur mon job d'il y a 10 ans, alors que j'avais fait de la presse, de l'événementiel, du cinéma, de l'informatique, en Afrique, en Suisse et en France. Eh bien, j'ai fait comme un enfant qui tombe à vélo. Vous savez, si vous n'intervenez pas, il remonte en selle et il repart. Eh bien, moi, je ne connaissais plus rien à la fiscalité du particulier. Je crois qu'il y en a dans la salle qui connaissent plus que moi, peut-être encore maintenant. Mais je suis remontée sur selle, j'ai accepté le job parce que je savais que je pouvais entreprendre. Et ça fait 10 ans aujourd'hui que j'entreprends tous les jours chez AXA. Tous les jours, je me pose la question de mieux servir nos clients. Tous les jours, je me demande comment améliorer le quotidien de mes collaborateurs. Tous les jours, je regarde le marché évoluer. Et tous les jours, je me demande quel rôle notre société peut jouer dans le monde d'aujourd'hui. Je ne me sens pas moins entrepreneur que quelqu'un qui a un capital à hauteur de 100%. Vous savez, à l'époque, quand je suis redevenue salariée, c'était une régression, un manque de courage, peut-être même un sacrilège. Comment elle pouvait redevenir salariée? Sincèrement, aujourd'hui, je ne démissionnerai pas pour repartir vivre à l'autre bout du monde. Je vous le dis, je ne me sens pas moins chef d'entreprise que n'importe quel entrepreneur. En revanche,
j'ose tous les jours me mettre en déséquilibre. Par exemple, chez AXA, le 17 mai, quand j'ai parlé de ma singularité, ou alors après le Covid, quand j'ai décidé de publier un roman d'amour, alors que tout le monde m'attendait sur un roman de finance ou un roman de management, ou alors aujourd'hui, en osant clairement faire la première partie d'Édouard Philippe. Là, j'ai mis la barre haute. Alors, oser, vous l'aurez compris pour moi, c'est oser un peu tous les jours, en ayant conscience. Parce que quand vous avez conscience que vous osez, vous construisez le socle d'une confiance qui va vous permettre d'oser chaque fois un peu plus. Et donc, pour faire ça, c'est comme en vélo. Alors là, vous allez vous dire que vous avez eu un keynote avec une cycliste du Tour de France. Donc non, mais j'aime beaucoup le vélo et je tiens à cette métaphore. Il faut regarder loin parce que quand vous êtes en vélo, vous regardez loin, vous avez l'équilibre. Si vous regardez la roue avant, vous tombez. Et regarder loin, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire vous connaître, savoir ce qui vous anime. Ça veut dire avoir travaillé sur vous pour chasser toutes les croyances limitantes. Les croyances limitantes, vous savez, c'est ces petites voix qui vous disent « c'est pas le moment ». Non, t'en es pas capable. Non, ça c'est pas pour toi. C'est pas ton truc. Vous voyez, tous ces petits bruits qui empêchent votre intuition de se frayer un chemin vers l'action. Trouvez votre boussole, ce qui vous anime, ce qui va vous donner le cap. Moi, j'ai mis longtemps à le découvrir. J'ai fini par découvrir que c'était pas du tout la réussite financière, mais que c'était la possibilité de rester libre, d'être moi-même. Et quand je vous dis ça, je pense au slogan de Mixin, le réseau d'AXA, qui dit depuis 4 ans, être fier d'être soi-même en entreprise. Et vous voyez, j'ai compris pourquoi ça fait 10 ans que je reste chez AXA. Et puis, regarder loin, c'est aussi regarder ailleurs. Regarder ailleurs pour se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui, de se dire que nous sommes des femmes libres en France. Alors oui, il y a un plafond de verre, mesdames, mais non, ne mettez pas une cage avec vos croyances limitantes en plus. Oui, Simone de Beauvoir a raison, nous devons rester vigilantes sur toutes nos libertés, mais non, ne faisons pas de clivage entre les hommes et les femmes. Oui, vous avez le droit de douter, mais regardez ce qui se passe à l'ouest de la Méditerranée. Nous sommes aujourd'hui en France des femmes libres, libres d'entreprendre ou pas, de se marier ou pas, de faire le métier qu'on veut, d'avoir le droit de parler ou pas. Et nous avons le devoir, pour toutes ces femmes, d'oser, je crois profondément. Alors, mesdames, mon dernier mot sera oser. Oser pour vous, oser pour toutes les femmes, oser pour toutes les petites filles sages qui vont au paradis au lieu d'aller où elles veulent, oser au Havre, oser partout, oser aujourd'hui et pour demain. Bon forum, merci à vous. Merci beaucoup. Et pour poursuivre, place à la conférence Entreprendre sa carrière. J'invite sur scène Sophie Gauguin, Victoria Benaïm, Annie Coutouan, Anne-Catherine Basset et Sophie Faguet. Applaudissez-les très fort. Merci. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureuses d'ouvrir avec vous aussi cette séquence avec des femmes enthousiasmantes sur entreprendre sa carrière. Alors me revient avec l'équipe qui est à mes côtés parce que vous le verrez, ce sont des tempéraments forts qui ont décidé d'entreprendre leur carrière sans se laisser dicter les choix, les orientations, les mots. Me revient de me présenter. C'est toujours un peu difficile. Certains et certaines me connaissent puisque je suis vice-présidente de la région Normandie et que, chère Léa, c'est ici que je dois être aujourd'hui pour soutenir l'économie normande et soutenir celles qui la portent au quotidien en créant leur entreprise ou bien en dirigeant des secteurs d'activité majeurs chez nous en Normandie. J'ai 1 minute. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Attention, ça peut vous surprendre. Ce n'est pas toujours très convenu dans des cercles
institutionnelle, mais comme on est ici entre amis, il y a 3 semaines, j'ai fait une session citoyenne pour expliquer ce que c'était que le rôle d'un maire, puisque je suis maire M-A-I-R-E et M-E-R-E aussi, donc on peut absolument tout réussir, vous avez vu le message. Et en décrivant le fait que je sois vice-présidente d'une région Normandie et que je sois maire, en fait, j'appartenais à seulement 19,8% de la population française. Maire de France, et seulement 6 d'entre nous en responsabilité sur le développement économique sur le territoire national. Et un enfant s'est levé et m'a dit « Waouh, mais en fait, t'es un Pokémon rare !» J'ai alors pris conscience qu'on avait besoin de modèles, encore plus, et qu'il fallait aller au contact, qu'il fallait continuer à expliquer ce que nous étions capables de faire et quelles responsabilités nous étions capables de porter. Alors voilà ce qui justifie qu'aujourd'hui, je sois aux côtés de Victoria, d'Annie, d'Anne-Catherine, de Sophie, qui vont vous parler de leur parcours. Et simplement, vous dire aussi que l'engagement public, c'est le sens des responsabilités et de la transmission. Ça fait partie de ce que nous avons envie de partager avec vous aujourd'hui. Je suis particulièrement consciente qu'en étant une femme politique, et bien compte tenu des transitions que nous avons collectivement à porter, et elles sont gigantesques, le climat, les générations, le digital, nous avons une responsabilité particulière pour développer des modèles, donner envie et permettre que cela se réalise. Alors c'est parti pour entreprendre sa carrière. Merci de votre attention. Je suis entourée, à ma droite, d'Annie Coutouan, de Sophie Faguet, de Victoria Benaïm et d'Anne-Catherine Basset. Et vous savez quoi? Eh bien, je vais leur demander à chacune d'entre elles de se présenter, parce qu'elles sont incroyables. Et je vais commencer par Valérie Benaïm, que vous connaissez certainement, parce qu'elle est fondatrice de Fresh Cancan, une entreprise incroyable. Elle fait partie des femmes dans la tech. Elle a su innover. Alors, dites-nous tout. Qui êtes-vous ? Bonjour à tous, donc ravie d'être avec vous ce soir. En quelques mots, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis passionnée d'entrepreneuriat et je suis ce qu'on appelle une serial entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise en sortant d'école de commerce, à Rouen d'ailleurs, petite pub pour Neoma Business School. J'ai connu l'échec et j'ai connu le rebond. Et aujourd'hui, je dirige et j'ai créé dirige et développe Fresh Cancan, qui est une entreprise qui digitalise la restauration collective avec des concepts technologiques innovants, mais aussi industriels, puisqu'on produit nous-mêmes nos recettes. L'entreprise a 6 ans désormais, on emploie 80 collaborateurs, donc ça a grandi très très vite et ça continue de grandir. Dans un contexte particulier, nos solutions sont très attractives aujourd'hui. Anne-Catherine ? Bonjour à tous et toutes. Donc moi, je m'appelle Anne-Catherine Basset. Je suis directrice de la manufacture alpine à Dieppe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Colle ton micro bien sur le menton. Donc je suis directrice de la manufacture alpine à Dieppe. Vous savez, la petite usine qui produit des bolides parfois bleus. Et je suis également directrice industrielle pour la marque Alpine. Donc en ce qui me concerne, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le groupe Renault. J'y ai exercé de nombreuses fonctions, de la recherche en électronique, puisque je suis ingénieure électronique à la base, jusqu'au métier de la fabrication. Donc j'ai eu la chance d'exercer en France, à l'usine de Flins et à l'usine de Dieppe depuis septembre. Mais j'ai également eu la chance de partir en Roumanie et en Inde pour accompagner le groupe Renault dans ses nombreux projets. Et j'espère aujourd'hui que je vous transmettrai ma passion des métiers industriels et que je ferai envie à de nombreuses d'entre vous. La mixité dans les métiers industriels, un enjeu national et un enjeu régional. Sophie,
Dites-nous tout. Alors moi, je suis avant tout passionnée par la mer et par la voile de compétition. Je suis née en Normandie et j'ai appris mon métier et ma pratique sportive sur les côtes de la Manche. J'ai eu la chance pendant 10 ans de réussir à allier ma carrière professionnelle à la Société des Régates du Havre et ma pratique compétitive, c'est-à-dire que pendant 10 ans, chaque année, le club a fait en sorte que je puisse continuer à pratiquer au plus haut niveau jusqu'au championnat du monde. Et puis en 2019, tout ça a un petit peu basculé. J'ai été recrutée pour me préparer sur une préparation olympique en course au large en double mixte, pour finalement une discipline qui n'a pas été retenue pour les JO de Paris 2024. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un tournant de ma carrière. J'ai décidé de lancer un nouveau projet de course au large à 100% professionnel qui vise une participation à la Route du Rhum 2026. Et ce projet, il me tient vraiment à cœur parce qu'il n'est c'est pas seulement un objectif de performance. Aujourd'hui, on est vraiment nombreux à se battre pour gagner une course. Mais surtout, ce qui me semble vraiment important quand on est passionné, c'est d'être capable de la transmettre et de la partager. Sinon, pour moi, ça ne fait pas sens. Et ce projet-là, il vise à donner l'opportunité à des jeunes de pouvoir se former en course au large et d'en sélectionner un au bout de 3 ans pour qu'il puisse m'accompagner sur toutes les plus grandes courses en double, dont la Transat Jacques Vabre qui part du Havre en 2025, afin de donner l'opportunité de créer un tremplin et de créer encore des vocations dans ce sport qui manque aussi de modèles féminins. Merci beaucoup. Alors Annie, votre parcours, à vous. Alors bonjour à tous, c'est un plaisir de voir autant de présence. Donc moi c'est Annie, je suis passionnée du lien social puisque je suis une ancienne assistante sociale et j'ai connu aussi dans ma vie de nombreux obstacles, ce qui ne m'a pas empêché aujourd'hui de créer mon entreprise. Donc j'accompagne les dirigeants à faire face à l'incertitude mais aussi à d'autres, on va dire, difficultés auxquelles ils sont confrontés, ce qui me permet de pouvoir travailler sur l'expertise des incertitudes auprès des dirigeants. Je suis aussi une ancienne athlète de niveau national. J'ai fait 6 ans d'athlétisme dans... j'ai eu un podium en vice-championne de France par équipe en 2014 et j'ai aussi fait des compétitions individuelles sur le 60, 200, 400 mètres. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un plaisir de partager avec vous l'expérience et on aura l'occasion d'échanger tout de suite. Merci beaucoup. Alors, vous le voyez déjà dans leur tempérament, ces 4 dirigeantes ont un point commun, c'est-à-dire le rebond, oser, avoir l'échec, mais c'est pas grave, on continue, et de se fixer des objectifs à moyen et long terme, c'est-à-dire de pouvoir naviguer pour porter sa carrière. Entreprendre sa carrière, du coup, vous l'avez démontré, ça veut dire quoi spécifiquement pour vous? Parce qu'il y a non seulement diriger son entreprise, mais au sein de la direction de son entreprise ou de sa direction de son unité de production, quand même, l'Alpine, c'est pas rien, on se manage soi-même pour manager les autres. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, entreprendre sa carrière? Victoria? Entreprendre sa carrière, on est tous là pour parler d'oser. Donc pour pouvoir entreprendre sa carrière, en effet, il faut commencer par oser essayer, avoir confiance en soi et être capable de se dire que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en sortant d'école de commerce, j'étais une femme dans la tech, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Aïe, aïe, aïe. Comment ? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, mais alors jeune, sans argent, femme, tech, ça faisait pas bon ménage. Mais finalement, j'ai osé. J'ai beaucoup appris avec ma première entreprise. J'ai tout appris d'ailleurs avec ma première entreprise. Et ce qui m'a permis de réussir la seconde. Et on ne valorise pas beaucoup l'échec aujourd'hui en France. Or, on apprend de ses échecs. Tout à l'heure, on parlait de tomber à vélo et de remonter pour y arriver. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est de la résilience aussi. Et donc, pour prendre sa carrière en main, il faut oser, il faut être résilient, il faut croire en soi, croire en ses capacités. Et puis, je dis souvent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion dans la descente. Et tant qu'on n'a pas sauté au moins une fois, on ne sait pas de quoi on est capable. Donc pour prendre sa carrière en main, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs, il faut juste essayer de sauter d'une falaise. Et puis il n'y a que dans la descente qu'on peut savoir ce qu'on va être capable de faire.
Oui, donc vous ne vous êtes pas laissé intimider par un environnement de tech, de start-up. Vous dites aussi aller chercher des financements quand on est une femme dans la tech, c'est pas aussi facile. Oui, vous citiez un chiffre tout à l'heure, 19% de femmes mères. Dans la tech, des femmes qui lèvent, parce qu'on parle aussi en tech, on lève beaucoup de fonds, des femmes qui ont levé plus de 2 millions d'euros dans la tech, il y en a 2% dans le monde. Voilà, amis investisseurs qui êtes présents. Donc c'est une vraie barrière. Alors on a beau me dire non, c'est pareil, une femme, un homme, il reste quand même des inégalités aujourd'hui entre les femmes et les hommes à affronter et à surmonter. Hein. Mais c'est pas impossible. Du coup, j'en suis la preuve vivante et ça a tendance quand même à changer et à avoir voilà, des fonds aussi qui ont des critères d'investissement qui peuvent être investir dans de la RSE, mais aussi investir sur des entreprises qui ont une égalité homme-femme, des femmes au CODIR ou des femmes présidentes. Mais c'est vrai que l'accès au financement, que ce soit bancaire ou levée de fonds, quand on est une femme, c'est quand même pas évident. Donc je le dis souvent, alors désolée, mais c'est vrai, je suis entourée de 2 hommes, un à ma droite, un à ma gauche dans mon entreprise, et à la direction au COMEX de mon entreprise, j'ai quand même 2 hommes avec moi, mais j'ai des femmes au COPIL, et j'en suis très très fière. Mais pour pouvoir avoir c'est malheureux à dire, mais voilà, plus de chance, on va dire. Il faut malheureusement encore s'entourer d'hommes qui sont très très bien aussi, évidemment. Oui. Mais on y arrive et il y a des solutions. Tient beaucoup à cette mixité. Les hommes sont très très bien aussi. Donc, faire sa propre expérience, son parcours, rebondir. Anne-Catherine, chez Renault, dans l'industrie. On sent que vous avez à cœur de transmettre beaucoup de votre parcours. Entreprendre sa carrière, pour vous, c'est quoi? Alors moi, donc, on va beaucoup paraphraser, je pense, aujourd'hui un certain nombre de thèmes. Donc, bien sûr, c'est oser. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt oser de ne pas faire des chemins, d'être mis dans une case toute faite. J'ai beau avoir été une des 15 ou 16% de femmes ingénieures chez Renault, donc on n'était déjà pas très nombreuses. J'avais fait de l'électronique, je faisais de la recherche et j'étais une femme qui disait bah non, finalement, moi je vais aller vers les métiers de la fabrication. Donc dans mon parcours, il a fallu que j'explique qu'il n'y avait pas de parcours tout tracé et assumer ce choix d'aller vers les métiers de la fabrication et plus industriels que ceux que j'avais, sur lesquels j'étais rentrée chez Renault. Un deuxième exemple que je voulais vous confier aujourd'hui, c'est de la même façon oser. Quand on a proposé à mon mari une expatriation en Roumanie, moi j'attendais mon 2e enfant, j'étais enceinte de 4 mois. J'espère qu'il n'y a pas de DRH dans la salle, il y en a forcément, mais ma DRH favorite me dit mais madame, vous n'y pensez pas, vous allez attendre un enfant, votre mari va travailler beaucoup, ce serait quand même mieux que vous restiez à la maison. Pour tous ceux qui me connaissent un tant soit peu, ils pensent que c'est largement mieux que je sois au travail, ne serait-ce que pour mon mari et mes enfants, justement. Donc, j'ai de la même façon osé exprimer, de ne pas me laisser dans la case où naturellement vous auriez pu me mettre. Et le deuxième point, c'est pour moi, on ose, mais il faut toujours savoir à peu près où on va. Vous me permettrez la métaphore automobile, je pense que moi j'ai le droit. Donc, l'idée, c'est de fixer une région, une direction, un pays. Après, pour aller à cet endroit-là, on a 1000 façons d'y aller. Il y a ceux qui prennent l'autoroute, qui vont tout droit, mais qui peuvent se cracher. Et puis après, pour tous ceux qui aiment le guide Michelin, vous pouvez prendre les petites routes vertes, vous arrêter, faire demi-tour. Et l'important, c'est encore une fois d'aller à peu près où on va, de respecter ses valeurs, ce qu'on a envie de faire, et d'y aller par le chemin qui nous va. Voilà, c'est ça pour moi, entreprendre sa carrière. Oui, c'est intéressant de ne pas se laisser dicter son parcours. Et d'ailleurs, vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de dire finalement, moi j'ai évolué dans un environnement où je me suis formée entourée d'hommes. Et il y a un moment donné, je me suis réveillée parce que je finissais par trouver ça normal. Mais oui. Oui, je vous le disais en coulisses, effectivement. Moi, depuis le lycée ou l'école d'ingénieur, j'étais effectivement entourée d'hommes.
Et effectivement, c'est quand je me trouvais dans une salle, je suis allée au Women's Forum à Deauville une fois, je me suis entourée en féminisme, je dis mais mince, en fait c'est bizarre, mais en fait c'est la normalité d'être 50% d'hommes et de femmes. Et c'est vrai que dans mon entreprise depuis quelques années, en particulier là, dans le groupe Renault et en particulier dans ma manufacture, j'ai à cœur d'exercer une discrimination que certains pourraient appeler positive, pour faire en sorte qu'au niveau de nos recrutements, on soit dans la parité. Quand on fait des petits calculs, si on recrute pas 50% de femmes à partir de tout de suite, on mettrait presque une centaine d'années à atteindre la parité dans un groupe comme celui de Renault. Donc c'est maintenant et tout de suite qu'il faut agir. Et ça, j'en ai pris conscience peut-être un peu tardivement. C'est ça, être des modèles et transmettre. Alors Sophie Faguet, vous êtes une sportive de haut niveau, c'est aussi un fil conducteur entre nous, enfin presque pour moi. Enfin, parfois la politique est aussi un sport violent. Voilà. Sophie, j'aime beaucoup la façon dont vous avez appréhendé cet échange. Le sport pour vous, c'est un catalyseur d'épanouissement. Vous avez ce point commun assis avec Annie. Et du coup, entreprendre sa carrière quand on est sportif de haut niveau et que, comme vous le dites tout à l'heure, un des espoirs tombe à l'eau et ça n'est pas de votre fait. Comment vous entreprenez votre carrière et comment vous réagissez ? Alors d'abord, moi, entreprendre sa carrière, je vais aussi faire une petite métaphore, un petit parallèle avec le monde de la voile. C'est avant tout se fixer un cap qui soit suffisamment loin et large pour permettre effectivement de choisir son chemin, de saisir des opportunités qui n'étaient pas prévues. C'est-à-dire que moi, les Jeux Olympiques, quand ils sont arrivés sur mon chemin, c'était pas prévu, c'était pas possible. À partir du moment où je faisais du gros bateau pour traverser l'Atlantique ou autre, les Jeux Olympiques, ça n'existait pas. Les Jeux Olympiques, c'est pour les dériveurs en voile, les petits bateaux, on est maximum 2 à bord. Donc c'était quelque chose que j'avais fait quand j'étais jeune, mais c'était plus accessible à mon niveau. Et puis c'est arrivé sur ma route, là je me suis dit mais waouh, en tant que sportif de haut niveau, les Jeux Olympiques c'est un rêve. On me donne l'occasion d'y aller, c'était la première fois où on me proposait les conditions idéales, c'est-à-dire tout le fonctionnement, le budget. J'avais plus besoin de travailler à côté, mon travail devenait l'entraînement, les régates pour atteindre mes objectifs. C'était juste un rêve éveillé et j'en ai profité à 200%. Et puis effectivement, tout à coup on vous dit... voilà, c'est terminé, les Jeux Olympiques, ça n'existera pas pour tout de suite. Alors peut-être dans 10 ans. Alors c'est très bien, la voile, c'est un sport d'expérience, donc je peux espérer peut-être me représenter au JO si ça revient sur la table. Mais voilà, entreprendre sa carrière, pour moi, c'est aussi s'adapter. Je navigue dans un environnement qui est tout à fait instable. Alors on a beau essayer de se préparer au mieux, de tout prévoir. Je crois qu'une fois qu'on est sur l'eau, la météo, elle va jamais être exactement comme c'était prévu. Les adversaires, on est incapable d'anticiper leur choix avant qu'on soit parti. Et puis aussi, c'est un sport mécanique comme le sport automobile. Et même si on a préparé aux petits oignons notre bateau, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Alors autant la mécanique, c'est assez clair et basique, on peut trouver des solutions. Chez Renault, tout va toujours très bien. Voilà, c'est ce qu'on dit peut-être, j'espère. Tout à fait. Autant en électronique, c'est parfois un domaine un petit peu encore obscur pour moi et donc il y a des pannes, voilà, tant pis, ça arrive, on fait autrement et on s'adapte et puis on évolue avec ces évolutions, quoi. Enfin, on trouve des solutions, surtout pour évoluer. Aujourd'hui, voilà, moi les JO, ça m'a apporté surtout une chose, c'est de me dire je peux viser le plus haut niveau. Ça va dans le sens de mon mantra. Mon mantra, c'est de devenir le meilleur marin possible et surtout de pouvoir transmettre cette passion qui m'anime. Donc aujourd'hui, voilà, les JO, c'était quelque chose. J'ai décidé aujourd'hui de prendre vraiment mes convictions, ma passion et de créer un projet à mon image. Ce sera une réussite, ce sera un échec, j'en ai aucune idée aujourd'hui. Par contre, ce que je suis sûre, c'est que ce sera une expérience qui va m'apporter énormément et qui va me donner encore plus de confiance en soi. Et si c'est pas ça que je vais faire, si c'est pas la route de Rome 2026, ce sera une autre course et j'en ressortirai grandi. C'est ça, se fixer des objectifs, s'y tenir, quoi qu'il arrive, foncer. Foncez, Annie. Alors tu viens de faire une très bonne transition. Pour expliquer un peu pour moi ce que signifie entreprendre sa carrière, c'est avant tout
bien évidemment le but, en fait, un objectif qu'on se fixe sur une carrière qu'on a envie de faire, qui nous plaît, auquel on va trouver un plaisir, mais aussi malgré rester avec rester avec son objectif, quels que soient les obstacles, et ne pas lâcher prise, ne pas lâcher son but. Et en fait, pour vous parler un peu de mon expérience de vie, je viens d'un quartier, j'ai vécu dans un quartier pendant 17 ans et demi, et j'ai décidé de quitter ce quartier justement parce que j'étais pas en sécurité, que ce soit au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de la famille. Et donc je suis parti, avec dans ma tête l'idée de me dire je conserve cette valeur qui est la liberté. Voilà, la liberté pour moi c'était mon point d'ancrage, le point qu'il fallait que je tienne. Et j'ai avancé, donc j'ai trouvé l'insécurité financière, locative, relationnelle, mais malgré ça j'ai avancé. Et je me suis retrouvé à un moment donné sur mon parcours à avoir des grandes difficultés, en plus d'un point de vue scolaire aussi, où j'étais face à des enseignants parfois qui ne croyaient pas toujours en moi, hein, quand on te dit que tu es un cas irrécupérable ou que tu ne feras à peine le BEP. J'imagine déjà ce que vous pouvez penser en disant mais comment je vais faire pour montrer que je sais que je suis capable et que je crois en moi et que j'ai cette force, je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette force en moi pour pouvoir avancer. Et donc j'ai trouvé ces ressources en moi, la ressource qui est la confiance, les valeurs aussi, qui étaient très importantes pour moi, pour malgré tout ce que j'ai pu entendre de l'environnement, avancer. Et c'est là que je trouve important, c'est que l'objectif, pour moi, je dirais, c'est pas vraiment le plus important, c'est vraiment la vision qu'on se fixe. Mais ce qui est important dans ce chemin-là, c'est les moyens qu'on va se donner pour justement avancer. Les moyens qui vont mettre en avant nos qualités, vont mettre en avant cette capacité de résilience et de pouvoir se mobiliser face à l'incertitude, parfois des imprévus aussi auxquels on peut faire face. Et rester toujours en alignement avec soi. Et ça, c'est quelque chose de très difficile, mais j'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai travaillé surtout sur mes fondations, donc, qui sont les valeurs, auxquelles je me suis dit, mais comment je les honore au quotidien, comment je peux à chaque fois faire un peu plus pour avancer et me permettre d'arriver à mon objectif. Donc c'est vraiment, pour moi, un élément qui a été important, de se dire, du coup, être bien entouré quand même, parce que dans l'entourage, dans la vie, on ne maîtrise pas les gens qu'on rencontre sur le chemin. On peut rencontrer des personnes qui veulent notre bien, mais aussi des personnes qui veulent notre mal. Savoir, du coup, faire le tri. Faire le tri et se dire, bon, ça j'ai envie d'entendre. J'entends dans ce message-là, par exemple au niveau de ma scolarité, le message que j'entendais, c'est qu'il y avait des difficultés. Mais j'entendais pas, je voulais pas forcément me dire, ils ont raison. C'est moi qui est responsable. C'est quoi ma responsabilité en fait dans cette difficulté ? Ma responsabilité, c'était d'agir, c'est de mettre en place des actions pour moi, pour avancer. Et donc, ce maillage de mon expérience personnelle, donc il y a aussi l'expérience professionnelle, m'a permis de aujourd'hui construire mon entreprise et avancer. Et je me sers de ces ressources-là. Je fais appel à ma mémoire qui est le souvenir et pour me rappeler du chemin que j'ai traversé et ce que je suis en capacité de mobiliser pour avancer. Et ce qui fait de moi aujourd'hui une personne qui est assez déterminée en général dans ce que je fais et qui avance. Voilà, dès que j'ai quelque chose en tête, j'y vais, je fonce, mais il y a quand même une réflexion. Mais il y a aussi le cœur. Il y a beaucoup le cœur qui agit, parce que le cœur, c'est l'amour. Et quand on a l'amour de quelque chose, en fait, on a l'impression qu'en face de nous, il n'y a plus rien qui pourrait nous arrêter. Merci. Merci pour vos partages. Alors, on voit bien ce qui vous réunit toutes les quatre, c'est-à-dire l'expérimentation, oser, faire de ces incertitudes une force et puis finalement les gérer comme un moteur, avoir quand même une vision et un cap à tenir. Vous avez tout évoqué là dans ces derniers moments, l'entourage. Et c'est aussi ce que nous disait Corinne Calandini, c'est-à-dire prendre les bonnes vibes sur son parcours et surtout s'entourer de bonnes personnes. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Et comme je vois que nous aussi, nous devons gérer le cap d'un petit truc qui défile juste à notre gauche, voilà, c'est comment vous
vous avez géré la façon dont on s'entoure. Souvent, tout est une question d'équilibre, de bonne rencontre. Ici, c'est l'endroit. Hein. Femmes et Challenge, c'est l'endroit des échanges et des bonnes pratiques. Et comme dans le 3e point commun, vous avez envie de transmettre. Alors, Sophie Faguet, vous avez un projet avec les jeunes, vous nous en parlerez. Dans l'industrie aussi. Enfin, vous êtes toutes, Victoria, autant un modèle dans un environnement pas toujours évident. Et puis, je crois, Annick, on n'a jamais eu autant besoin de vous, quoi, de vos compétences. Dans l'univers où le dirigeant va être obligé d'être challengé en permanence pour prendre plusieurs virages à la fois, on va avoir besoin d'un entourage bienveillant. Je commence par vous, Victoria. Et puis, la dernière petite clé, parce que du coup, on va enchaîner et après, on a des questions avec la salle. Avant de vous lancer dans l'aventure, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant ? Super, je vais répondre à ces 2 questions. Sur la première question de l'entourage, je dirais qu'il est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a l'entourage personnel, l'entourage professionnel, l'entourage amical, familial. Donc voilà, on peut être entouré de plein de manières. Mais le petit conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, moi, j'ai eu beaucoup de chance avec mes premiers salariés qui sont toujours dans l'entreprise aujourd'hui et qui sont des moteurs au quotidien avec moi pour brainstormer sur l'avenir, le futur et m'aider à passer chaque étape de l'entreprise qu'il y a à passer. Ensuite, évidemment, dans mon entourage personnel, je suis entourée, je suis très très bien entourée d'un point de vue personnel et l'équilibre pro-perso est très bien. J'ai eu la chance également d'avoir mes premiers investisseurs à qui je dois beaucoup de choses parce qu'en plus de financer le début de l'entreprise, ils m'ont appris tellement de choses, des mentors au quotidien et encore aujourd'hui, dès que j'ai un petit souci, je peux les appeler, ils sont toujours là pour moi. Et le dernier axe d'accompagnement et ce que je conseille vivement à tout entrepreneur, c'est de s'entourer d'autres entrepreneurs. J'ai commencé par être à Réseau Entreprendre, maintenant je suis accompagnatrice de Réseau Entreprendre et j'accompagne un lauréat. Et aujourd'hui, je fais partie d'un autre groupe qui s'appelle Croissance Plus, où là, c'est des entrepreneurs un peu plus expérimentés, où on partage toutes les bonnes pratiques. Et à chaque fois, c'est une vraie source d'oxygène que de se retrouver avec d'autres entrepreneurs. J'ai aussi été accompagnée par le village Baïséa au début. Et donc, être entourée de ses pairs, ça aide vraiment à passer tous les obstacles et à s'entraider les uns les autres. Donc, voilà, multifactoriel l'entourage et n'en lésinez aucun, parce qu'ils sont tous importants, chacun à leur manière. Et sur la réponse à qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, c'est plutôt, moi je suis très contente de ne pas avoir su avant, parce que si j'avais su, j'aurais peut-être eu moins d'audace, parce qu'on m'a souvent dit que j'avais de l'audace. Ok, alors n'écoutez plus rien à partir de maintenant. Non, et blague à part, il vaut mieux pas tout savoir au début. De toute façon, après, chaque histoire est unique, non, j'aime bien vivre cette aventure en découvrant, là je découvre l'hypercroissance, l'entreprise qui grandit énormément et très vite et il faut passer à des levels au-dessus et voilà, maintenant c'est des sujets politiques, enfin, il peut y avoir plein d'autres choses maintenant dans l'entreprise et on découvre et puis de toute façon on va surmonter à chaque fois, donc voilà, moi je préfère ne pas tout savoir, mais c'est une conviction très personnelle, donc je ne serai pas de bon conseil là-dessus. Alors Anne-Catherine. Alors sur l'entourage, je vais dire à peu près la même chose, mais effectivement, tous les entourages sont importants. Alors il y a un entourage sur lequel on peut rien, c'est celui de la famille dans lequel on grandit. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un papa, une maman et surtout un papa qui pensait qu'une fille pouvait faire à peu près tous les métiers. Et ça, je pense que ça joue quand même énormément sur les biais familiaux qui peuvent être parfois portés sur les carrières dit de garçons manqués, comme tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on m'a appelé un garçon manqué, en fait, je m'en fous un peu. Mais sans doute que je devais être un peu dans cette case-là. Donc cet entourage-là, on n'y peut pas grand-chose, mais il porte quand même pour... moi, en l'occurrence, il m'a porté. Bien sûr, après, il y a l'entourage familial. Donc, je suis une maman de 3 enfants. Alors, je m'en suis beaucoup occupée, mais je pense que maintenant, ma plus grande fan, c'est ma fille, qui me fait des topos sur chaque Grand Prix, parce que quand je suis arrivée chez Alpine, il fallait que je sois à fond sur les noms des coureurs et les Grands Prix. Donc, vu qu'elle est fan de la série Netflix, j'avais un topo tout le temps. Donc, ça, effectivement, ça fait partie de l'équilibre, d'avoir ce rocher familial pour nous aider, ne serait-ce que switcher.
entre nos problèmes du quotidien professionnel et les problèmes du quotidien personnel. Et puis l'entourage professionnel, on y reviendra dans les conseils ou ce que j'aurais aimé faire, mais c'est qu'effectivement, l'entourage professionnel qu'on choisit, c'est celui qui nous porte et c'est celui qui nous permet de construire cette carrière. Donc l'entourage, bien sûr, est important et il faut effectivement faire le choix. Il se fait assez naturellement, en fait. Mais bien sûr, l'entourage est important. Alors après, sur ce que j'aurais aimé faire, aimé savoir avant, effectivement, moi j'ai fait des choses assez, comme Monsieur Jourdain, assez spontanément, sans trop me poser de questions. Peut-être que j'aurais pas fait les mêmes choix si je m'étais posé encore plus de questions. C'est peut-être ça, hein, le secret de la réussite. Ne pas se poser de questions. Oser, oser sans savoir. Ne pas se poser de questions. Non, mais sinon plus, je pense qu'effectivement, j'ai dit tout à l'heure, mais le premier point, c'est donc oser, mais en particulier en début de carrière. C'est le moment où on peut expérimenter et ne pas faire plaisir quand on l'a toujours fait à l'école ou en tant que bon élève, ne pas faire plaisir à son chef en disant mais tu serais bien là, ce serait bien que tu ailles à tel endroit, mais oser finalement expérimenter, dire finalement ça me va, ça me va pas. Je pense que c'est très important, au moins quand on est jeune. Après c'est un peu plus compliqué. Ensuite, le deuxième point, c'est bien sûr le réseau. Donc, on a beau être ultra formé, ultra compétente, ultra engagée, c'est pas pour ça qu'on pense à vous au bon moment. Par contre, avoir le réseau permet ça, permet le petit plus qui fait que dans une instance où on décide d'affecter tel poste à telle personne, on pense à vous. Donc voilà, je dirais que ça on le lit, mais le savoir avant, c'est clé. Voilà. Merci. Alors Sophie, pour toi, sur les deux volets, alors, est-ce que finalement on est entouré quand on est navigateur ou c'est vraiment un exercice ultra solitaire et comme tes partenaires de table ronde et d'aventure, est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir en fait? Alors, je vais d'abord rebondir sur la première question et sur l'aspect familial. Parce que ma passion elle m'a été transmise par mon papa, mais je crois qu'ils n'avaient pas prévu que ça prenne autant de place dans ma vie. Et j'ai commencé des études à peu près normales pour enseigner les activités physiques et sportives. Et puis, il y a un moment donné, j'ai pas réussi à le cacher. Je me suis orientée dans la voile et là, ils se sont dit « Ouh là là, mais où est-ce qu'elle va ?» Et donc, ils m'ont pas empêché d'y aller, mais ils m'ont pas non plus poussé à fond. Malgré tout, de toute façon, c'était une passion. Moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais l'impression de ne pas avoir le choix que de me lancer dans cette aventure-là. Et j'ai trouvé, heureusement, des gens en face de moi qui m'ont formée, qui étaient aussi passionnés. Et donc, ça a tout de suite matché. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment le milieu professionnel qui m'a poussée à continuer. Et puis, au fur et à mesure de ma carrière, effectivement, moi, j'étais une jeune fille. J'ai intégré des équipages à 98% masculins, plus expérimentés que moi. Et moi, j'avais à cœur de travailler pour faire ma place. Et cet entourage-là était plutôt bienveillant. Et à ce moment-là, ça a été vraiment une des clés, je pense, qui fait que j'ai continué et que je veux toujours encore aujourd'hui aller plus loin. Au cours de ma carrière, j'ai été quand même à des moments assez perturbée par des gens qui m'ont dit « Non mais attends, tu te diversifies trop, tu vas sur d'autres supports, ça peut pas marcher ton truc. » Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des moments où il faut savoir aussi se faire confiance, tout mettre à plat, être capable de se dire j'ai les compétences, je sais que ce chemin-là, c'est peut-être pas celui qui était tout tracé, mais je vais y aller quand même et puis ça va m'ouvrir des opportunités. Donc il y a un moment donné, vous allez rencontrer des gens qui vont pas vous faire confiance, qui vont se dire que le chemin que vous choisissez, c'est pas le bon, et ben ces gens-là, écartez-les. Et puis allez vers ceux qui vous encouragent, qui croient en votre projet et qui vont même vous donner des conseils et vous dire bah vas-y, oui, bien sûr, tu vas y arriver. Aujourd'hui, je suis dans la plus grande incertitude de ma carrière, à savoir monter un projet. Et je crois que j'ai eu le courage de le lancer parce que justement, j'ai jamais eu autant de personnes autour de moi qui m'ont dit oui, ce projet-là, il va marcher. Pourquoi il va marcher? Parce que, un, t'y crois, t'as l'énergie, et deux, il répond aussi à des enjeux de société, la mixité, mettre en avant les femmes, essayer d'être un rôle modèle pour les jeunes filles qui veulent se lancer dans la course au large. Et puis ce tremplin pour les jeunes, quoi, donner l'opportunité à des jeunes qui peuvent pas, à la sortie d'études, monter sur des bateaux de course au large. Tout ça, aujourd'hui, ça fait du sens. Et il a fallu que ce soit des gens de l'extérieur qui me le disent,
qui me le répètent pour que j'y croie à mon tour. Parce qu'il y a 5 ans, j'ai essayé de faire la même chose et je n'ai pas du tout réussi. C'était un échec total. Alors c'est le bon moment là, Sophie, aujourd'hui. Aussi pour prendre Voilà. les bonnes vibes. Vous êtes d'accord? On est toutes et tous là pour envoyer des ondes positives sur les projets. Non, voilà, c'est ça. moment. Donc, ouais, la bienveillance des gens autour de nous, si on reste trop fermé sur soi et si on ne va pas vers eux, on ne va pas la trouver. Donc, il faut vraiment s'ouvrir et aller vers les gens. Et puis, le dernier point, qui est qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais su? Je crois que j'aurais fait la même chose parce que je suis quelqu'un de très têtu. et vraiment, oui, non, c'est ça. C'est accepter de s'ouvrir et de... Vous êtes Oui, normande. voilà. Oui, parce qu'il y a aussi normande. un point commun d'une manière ou d'une autre, c'est la Normandie qui nous réunit sur vos parcours. Donc voilà, être déterminé. Annie, alors du coup, le mot de la fin pour vous, on a bien compris que rien ne pouvait vous arrêter. Après, on aura quelques questions avec la salle. L'entourage, vous êtes allé le chercher en fait. L'entourage. Vous êtes votre propre Oui, entourage. tout à fait. J'ai construit mon entourage. En fait, j'ai compris que dans mon entourage, il y a des personnes qui passaient et des personnes en fait que j'ai choisi, on s'est choisi, je dirais, parce qu'il y avait une inspiration, parce qu'il y avait des valeurs communes et ce qui nous a rapprochés. Et je dirais cet entourage-là qui apporte du coup de la bienveillance, qui nous aide à nous mobiliser quand parfois on peut avoir un petit coup de mou. C'est un entourage. Je vois pas de quoi du tout vous parler. Hein, on n'a jamais. C'est un entourage qui nous apporte de l'énergie. Et moi, je sais que je suis beaucoup sur les énergiries. Et donc, aujourd'hui, j'ai un entourage vraiment incroyable que j'ai construit. Je suis entourée de bonnes personnes. Et je dirais que parfois, dans l'entourage, on a des personnes qui passent, des personnes qui sont là aussi pour, parfois, pas toujours croire en nous. Et on trouve aussi en eux cette force de se remobiliser, de pouvoir bouger. Donc, au final, on a des personnes qui peuvent être malveillantes, mais qui, sans le savoir, nous apporte aussi cette énergie pour avancer. Donc ça, c'est important de savoir. Et sur cette deuxième question qui était sur... Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Alors, ou pas du coup parce que... Oui, tout à fait. Alors, je suis aussi têtue et je pars aussi du principe que j'aurais aimé... rester comme là je suis aujourd'hui parce que finalement cette incertitude, moi c'est ce qui me nourrit, cette incertitude c'est ce qui m'a permis aussi de voir en elle en fait cette liberté, le fait de savoir que tout n'est pas figé, tout n'est pas certain, en fait on a la possibilité de pouvoir de voir au-delà de ça et j'aime bien l'idée d'être un petit œuf qui casse lui-même sa coquille et dans cette coquille-là, en fait, en la cassant, on trouve l'énergie, on fait grandir sa force et on trouve cette agilité à pouvoir se déployer quelle que soit l'adversité. Donc le mentoring pour soi-même et avec les autres, c'est le maître mot, oser, s'engager, transmettre aussi beaucoup. Alors je voudrais que vous les applaudissiez parce que lancer la première session aussi. Avec des bonnes clés pour entreprendre sa carrière avec sincérité. Merci à toutes les quatre. Et certainement, dans la salle, vous avez quelques questions avant que nous enchaînions. Alors, je ne vous vois pas, donc oui, voilà, merci. Avant que nous puissions enchaîner. Ah, mais vous êtes magnifique, mais avec la lumière, c'est encore mieux. Bravo, Femmes et Challenge. Merci, Léa. Regarde comme c'est beau. Une salle pleine, vous pouvez vous applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame? Allez-y. Bonjour, Françoise Bourdon, présidente des crèches Liberty. Merci d'abord pour vos témoignages parce qu'ils sont formidables, très convaincants. Et franchement, c'est un bonheur de vous entendre. Mais je voudrais vous poser à chacune une question, peut-être que chacune peut y répondre, ou certaines d'entre vous. Quelle a été au cours de vos parcours votre meilleure surprise ou au contraire votre moins bonne surprise, comme vous voulez? Qui commence? Alors, je peux commencer. Vas-y, Annie. Alors, ma meilleure surprise que j'ai pu avoir sur mon parcours, c'est de me dire que malgré les difficultés, en fait, je vais commencer autrement. À un moment donné, en fait, j'ai eu beaucoup peur, notamment quand j'ai fait de l'athlétisme. J'étais face à la peur et j'ai compris que même en ayant peur, on pouvait avancer. Et en fait, c'était ne pas avoir peur d'affronter la peur. Et à ce moment-là, j'ai d'autres sens en moi qui ont pu s'expanser. Et au final, ce qui était incroyable, c'est de se dire
qu'on peut se mobiliser même en étant dans l'incertitude et faire preuve de créativité. Et ça a vraiment été la surprise pour moi, parce que j'ai découvert en fait vraiment une expansion supplémentaire en fait de mon être que jamais j'aurais cru possible. C'est la femme augmentée, Annie. Merci. Anne-Catherine, allez. Oh, c'est dur. Donc en fait, en général, les meilleures viennent avec les mauvaises en même temps. C'est souvent assez simultané. Moi, en ce qui me concerne, c'est un peu pareil. La meilleure surprise, c'est un peu moi, en fait. C'est finalement surprend tous les jours sur la capacité qu'on a à rebondir et à relever les challenges. Et en ce qui me concerne, il y a une expérience particulièrement marquante. Pour moi, ça a été l'Inde. Passé 3 ans à l'usine de Chennai avec 11 000 collaborateurs, j'étais la seule femme au sein du comité de direction de l'usine de Chennai, seule femme blanche de Renault au milieu de mes ingénieurs moustachus. Ça pour moi, ça a à la fois été une meilleure et une difficile expérience. En tout cas, ça a été le moyen pour moi de me dire que finalement, il y avait quand même quelque chose à faire sur les causes de la femme dans le monde entier et qu'il y avait certains pays qui étaient quand même beaucoup moins chanceux que nous le sommes en France. Donc je ne sais pas si c'était une bonne ou mauvaise expérience, mais en tout cas, c'était très marquant pour moi. Merci. Alors Victoria. Je ne vais pas innover, hein. Je réfléchissais, mais il y a la meilleure surprise, ça a été en effet de savoir de quoi j'étais capable. Et ça, je ne le savais pas, donc c'était une belle surprise. La pire expérience, comme chaque expérience, finalement, on grandit avec. Je dirais que ça a été quand même le choc le jour du Covid. Bon, voilà, on était vraiment à l'aube d'une énorme expansion et 16 mars... avant de savoir qu'il allait y avoir des aides, etc., j'ai cru que les 3 nouvelles années que je venais de passer à travailler allaient se solder par un arrêt. Et puis finalement, non, on a survécu à cette crise-là, mais j'étais pas très bien pendant quelques jours. Ouais, le rebond, dans tous les cas de figure. Alors Sophie, toi ? La plus mauvaise surprise, elle est très récente. Je vous l'ai dit, mon projet, c'était de participer à la Route du Rhum 2026. Et la plus mauvaise surprise, c'est de voir que la course au large est en pleine expansion. Les entreprises y trouvent leur compte. Elles accompagnent de plus en plus de bateaux. Toutes les catégories explosent. Et aujourd'hui, ce sont les villes qui accueillent les courses qui ne savent plus comment faire parce qu'il y a trop de support. Et malgré tout, au départ de la Route du Rhum, le 9 novembre dernier, sur 138 skippers, on avait seulement 7 femmes. La semaine suivante, j'étais en entraînement physique et dans la salle, nous étions 15 et il y avait 8 femmes sur 15. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible. Les femmes, il y en a, elles veulent faire de la course au large, elles sont ultra motivées. À quel moment ça ne marche pas, en fait? À quel moment elles n'arrivent pas à convaincre, à se lancer, soit oser se lancer, soit trouver les partenaires qui osent avec elles. Donc ça, c'est la mauvaise surprise du moment et c'est pour ça que j'ai lancé ce projet. C'est pour essayer d'emmener avec moi du monde, montrer que les femmes ont aussi leur place et puis essayer d'inspirer les jeunes femmes. Et la meilleure surprise, c'est mon sport. C'est effectivement comment je me dévoile à chaque navigation, à chaque problématique qui se pose. La dernière, c'est quand je préparais les Jeux Olympiques, quand il y a eu l'annonce du CIO de dire que l'épreuve n'aurait pas lieu, eh bien, ça a totalement démobilisé mon binôme. On était en double mixte. Et alors, aller courir un championnat du monde avec un binôme qui n'est pas motivé, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement compliqué. Et là, j'ai fait appel à quelqu'un un peu comme Annie, à un coach qui est dans la salle, d'ailleurs, Marion, quelque part, et qui m'a aidé et accompagné à poser mon objectif, à savoir comment j'allais pouvoir contourner ce problème, faire avec. Et au final, on a passé un très beau championnat et on a atteint tous nos objectifs. Donc voilà. Merci. Merci. Belle ténacité. Est-ce qu'on a encore le droit d'avoir une question avant d'enchaîner? Je vois que j'ai un petit message. J'ai le droit d'enchaîner, me dit-on. Une. Madame. Bonjour, Cécile Alexandre. Je travaille pour une société industrielle en tant que directrice grand compte. J'avais une question, et peut-être en particulier à Anne-Catherine. Comment vous avez aidé à promouvoir la mixité dans un milieu très masculin, peut-être sans braquer ou sans donner l'impression d'une position féministe?
très rapidement. Oh là là, je pense qu'il faut assumer. Donc effectivement, on braque pas. Je pense que le fait qu'il y ait des hommes ici, je pense que c'est le reflet je pense que les hommes sont nos meilleurs alliés en fait sur ces causes-là. Et puis l'autre façon, c'est de montrer que ça marche bien, un comité de direction où il y a des hommes et des femmes. Que ça marche peut-être même mieux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'ego. Et donc je pense qu'à partir du moment où on montre qu'on est performant d'une part, et puis d'autre part qu'on a des hommes alliés avec nous, je pense que voilà, c'est une façon de promouvoir. Après, je ne sais pas si c'est la recette miracle, mais en tout cas, moi j'essaie de faire comme ça. Et en étant avec nous aujourd'hui, évidemment, sur le besoin de modèles et de partage. Merci beaucoup à toutes les quatre pour ce beau moment d'enthousiasme. Vraiment bravo. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Vous pouvez retrouver Corinne Calandini à l'espace rencontre et dédicace de son livre et de retrouver aussi le speed mentoring qui commence à l'instant et la prochaine séquence avec Édouard Philippe sur l'art oratoire. Merci, à tout de suite.